Bonjour les amis, bonne fête des mères, bonne fête à ma mère, bonne fête à mon épouse. Je voulais vous entretenir sur les enjeux des élections politiques de 2022. Les élections, en tout cas régionales et départementales, devaient servir de prélude à l'élection présidentielle. Ce n'est pas le cas. Et donc, je vais commencer par trois points qui me tiennent à cœur. En tout cas, le sommet de Paris pour un soutien financier à l'Afrique. Une grosse interrogation pour moi. Je pense qu'il y a un souci de rétrocommission parce que ce sommet, on ne parle que d'argent. Alors, il faut laisser l'argent à la place qui convient à l'argent. Et donc, quand j'ai vu, je vous mettrai cette vidéo de la déforestation de l'Afrique. Ce sont des enjeux qu'il fallait discuter au niveau de ce sommet-là. À côté, vous avez les FMI, on vous parle de DTS, des droits des tirages spéciaux. Alors, et tout de suite, le président Macron, boum, au Rwanda, en Afrique du Sud, j'ai bien peur de l'argent de la corruption, cette rétrocommission, malgré ses aides financières envers l'Afrique, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais porté le moindre fruit, et donc je suis un peu sceptique à cela. Alors que cela ne tienne, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, notre ami Jean-Luc Mélenchon, on lui colle des étiquettes qui ne conviennent pas parce qu'il rentre, je pense, de la Bolivie, en Amérique latine. Mais les gens souvent oublient au niveau de l'histoire économique, lors de l'élection du président Lula, hein, il a fait décoller l'économie, ce qu'on appelle, en tout cas, le mirage ou bien je ne sais pas comment on peut appeler ça, dans le miracle en tout cas brésilien, de faire décoller l'économie brésilienne et le faire situer à la 10e place dans le monde. Et donc, il ne faut pas qu'on ait souvent ces idées reçues, ce qu'on appelle les jugements de valeur. Je pense que l'homme est prêt pour assumer, en tout cas, les fonctions présidentielles. Au niveau, après les élections de 2022, c'était le calendrier de Jospin pour avoir une majorité stable. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon, la discussion semble se faire, en tout cas avec Jadot, l'écologiste, et une partie de la gauche, qui essaie de freiner, mais en entendant, nous n'avons pas de candidat socialiste. Le candidat communiste, on n'en parle pas dans les sondages. Alors, la première personne, au niveau des sondages, en tout cas nationaux, de tous les candidats, on va dire tous les prétendants, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive largement en tête à gauche. Suivi, je pense, de Jadot, et donc, sans compter ceux qui ont jeté l'éponge, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas faire l'affaire. Je pense à Mme Ségolène Royal, je pense à Montebourg, et puis je pense qu'on peut dire que la primaire avait eu lieu en 2017. L'élection où, en tout cas, il avait largement mobilisé Jean-Luc Mélenchon. Il faut partir de ce socle-là, mais seulement 16 députés à la date d'aujourd'hui, peut-être un 17e député ou une 17e député d'ici 20 heures. Et donc, c'est pas assez. Donc, la façon que le nœud Jospin avait inversé les calendriers politiques pour donner au président une majorité stable, une majorité parlementaire, pour ne pas rentrer dans cette politique où Macron, verticalement, essaie de diriger ce pays. Ce pays a besoin d'équilibre. Le président préside, le gouvernement gouverne, qui n'est pas le cas. Actuellement, notre pays n'est pas gouverné. C'est Macron qui a nommé, je dis bien, le Premier ministre et en même temps son directeur de cabinet. Et donc, il est dans une espèce de résidence surveillée. Donc, le pauvre Jean Castex n'a pas le pouvoir de gouverner ce pays. Il s'est contenté, en tout cas, ce qu'on appelle des prévisions, en tout cas sanitaires. Or, on sait très bien que autour de la prévision, il faut l'entourer pour ne pas avoir cet effet de la prévision, de la planification stratégique qu'on appelle la prospective, mettre des scénarios parce que l'avenir n'est jamais certain, est incertain et multiple. Et donc, il fallait vraiment entourer cette prévision.
Donc on a eu ce matraquage de la prévision sanitaire. On est suivi en cachetier, monsieur Macron qui ne comprend pas que la France est une démocratie, et la pandémie était gérée dans un petit comité des généraux militaires. Et voilà la situation. Il a un passé au ministère de l'économie, résultat zéro. La France, entre les deux crises, n'a pas pu gérer les deux crises en créant des injustices entre les entreprises, alors qu'il y avait juste à faire pour l'équité des entreprises, la justice, puisqu'ils sont assujettis aux mêmes conditions, c'est-à-dire le paiement de la TVA et tout. Alors, on a vu ces injustices, en tout cas, criades à la place du monde, à la place de Paris et à la place de la France. Et donc, Jean-Luc n'est pas à craindre. On a vu Lula diriger le Brésil, même si il aime bien ses amis de l'Amérique latine, mais à 16 députés, 17, c'est pas assez pour que ce pays soit dirigé. Hein. Et donc, déjà, si on croit la verticalité, hein, que s'emploie M. Macron, qui s'est nommé à Matignon, et le résultat, on le voit. Il laisse à désirer. Les débats des scientifiques qui se contredisent en longueur de journée, voilà ce que la France a connu. Donc, M. Jean-Luc Mélenchon nous a engagés déjà sur deux thématiques. Moi, j'ai beaucoup aimé le plein emploi, parce qu'il faudrait que les Français retrouvent leur dignité. De quoi qu'il en coûte, en dépassant de l'argent, mais après tout, ça consiste ce qu'on appelle une dette souveraine. Madame qui est à droite, Lagarde, qui était l'ancienne dirigeante du Fonds monétaire international, est venue calmement devant les médias français de dire attention les enfants, une dette se paye. D'ailleurs, qui paye ces dettes sont riches. Donc il faut faire très attention. Au moment où l'économie était à l'arrêt, ça ne risquait rien, puisque quand il n'y a pas de mouvement, à l'arrêt, c'est physique, le poids qui représente l'économie est égal à la force qui représente la finance. Et donc, il ne fallait pas venir d'une manière, sans connaître les fondements de l'économie, venir raconter tout et n'importe quoi, et qu'on pouvait dépenser, alors que l'économie traditionnelle, puisqu'il est archaïque, disait Lunet Jospin, ce nouveau monde, c'est une chimère, et donc, il faut des acteurs nouveaux pour changer la vie. Donc, je reviens sur ce sommet de Paris. Moi, je pense que c'est une rétrocommission, parce qu'on le voit maintenant, Macron l'Africain, et l'Africain n'a pas besoin de ces tirages à outrance, qui n'apportent rien. Je pense que c'est l'économie qui bâtit la finance, et non le contraire. Alors, quand on voit au niveau de ce sommet de Paris, de parler des enjeux environnementaux, tels que la pollution, l'effet de serre et les émissions de dioxyde de carbone, CO2, les changements du climat, les cyclones, les raretés de l'eau, la désertification dans de nombreuses régions du monde, les inondations et les pluies torrentielles, et j'en passe. Donc, je mettrai à l'attention de tous les internautes ce qui se passe dans une partie de l'Afrique. Je vous assure, un abattage des arbres centenaires. Alors, c'était plus intéressant de parler de ces enjeux-là que de venir, en tout cas, faire des tirages qui n'ont pas de sens dans l'économie. Donc, d'ailleurs, ça n'a pas fait décoller l'Afrique jusqu'à maintenant. Et donc, moi, je pense plutôt qu'on est à quelques encablures d'une élection. Je pense à une sorte de rétrocommission pour financer, en tout cas, la campagne ici en France. Donc, je ne vois pas l'intérêt de ce sommet-là. Et pourtant, elle a eu lieu il y a eu à peine quelques temps, et on voit le président de la République courir. Bon, je pense qu'il y a ce souci-là. Donc, l'Afrique n'a pas besoin de plus de distraction. Hein, elle doit se mettre au travail. Et non tout le temps cet argent sous forme de tonneau de Danaïde, hein, c'est-à-dire le tonneau percé par le bas, quelle que soit la manière qu'on va renflouer l'argent en Afrique, avec des dirigeants qui sont illégitimes, hein, qui ne sont pas aussi légaux et qui ne sont pas aussi légaux, ces dirigeants-là.
Et donc, c'est une perte de temps. Et donc, il faut commencer par le commencement, asseoir la démocratie, comme l'avait demandé le président François Mitterrand à l'époque. Il avait dit démocratie, voilà, l'aide contre démocratie. Il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas d'aide. Bon, est-ce qu'on aide vraiment l'Afrique? Ça reste un grand point d'interrogation. Donc voilà, ce qu'il faudra discuter. Jean-Luc, pendant que les Républicains et la République en marche sont en train de s'invectiver, ils n'ont pas de projet, pas de programme, eh bien, est-ce qu'il est trop tard pour que l'union de la gauche se fasse? Oui. Parce que lorsqu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale par Juppé, je pense que Lionel Jospin n'avait pas eu assez de temps, mais il fallait qu'il court à gauche, à droite, voir les Madame Buffet, le secrétaire national du Parti communiste, M. Hu. Et puis, on n'a pas vu Hu dans le gouvernement. Donc, il faut avoir aussi ce sens de l'intérêt général. Donc, est-ce qu'il est trop tard d'aller vers cette union de la gauche? Je pense qu'il n'est pas trop tard. Il nous reste encore quelques temps. Et donc aussi, du côté de Jean-Luc Mélenchon, avec 16 députés, je pense qu'on risque de ne pas gouverner ce pays. Bien sûr que l'élection présidentielle, comme il est dit, c'est une rencontre de l'homme et du peuple. Mais pour le moment, la configuration de la Ve République, le président préside, le gouvernement gouverne. C'est-à-dire qu'il donne une orientation, et puis c'est au gouvernement de se mettre au travail. Donc, il faudrait que, assez rapidement, que nous nous engageons, ce que j'avais indiqué, cette convention de la gauche, oui, nous avons encore le temps, c'est pas ce que j'ai entendu, j'ai pu lire, que Mélenchon, finalement, il aime que tout le monde soit derrière Mélenchon, ou non. Moi, je pense que c'est une mauvaise conception de la politique. Les gens doivent avoir leur conception, doivent penser différemment. D'ailleurs, c'est Jospin qui le dira, lorsque j'ai fréquenté encore le Parti socialiste, où j'étais quand même administrateur cadre de ce parti, eh bien, il disait que ça serait dommage que les gens deviennent des automates. Nous sommes des êtres humains, chacun de nous doit penser différemment. Il fallait rechercher cette identité de vue, c'est-à-dire regarder dans la même direction. La même direction, le gouvernement Macron a échoué, et donc il y a une attente du peuple français. Et l'attente, c'est quoi? C'est le changement. Il faut changer les acteurs politiques. Moi, j'ai vu les listes, je les ai regardés très calmement. Vous prenez les départementales, ce sont les mêmes noms qu'on a vus dans les municipales. Vous prenez les régionales, ce sont les mêmes acteurs. Et puis, ça ne produit pas le rêve. Ça ne produit pas le rêve. Et le peuple français a besoin d'être rêvé. Je l'avais dit tantôt, je pense que dans l'une des vidéos, quand on allait voir le père Mitterrand, et vous sortez de la salle, et vous êtes heureux, et donc il y avait cette part de rêve. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc le rêve de Michel Rocard, en 1981, je dis bien, eh bien, sera concrétisé par Lionel Jospin, la réduction du temps de travail, qui était tant boudé par la droite. Et finalement, lorsqu'ils ont eu la majorité, parce que c'est la loi de la tenance démocratique dans un pays démocratique, eh bien, on a vu que la droite a maintenu, et puis nous avons pour, en tout cas, essayer d'embrouiller les Français, et qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. C'est ce qu'ils ont appelé, la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça, c'est en tout cas Sarkozy. Le premier réflexe de la droite, dès qu'ils arrivent au pouvoir, c'est augmenter leur salaire. C'est le cas de Xavier Bertrand, qui m'a beaucoup amusé, sinon nous a beaucoup amusé, qu'il avait réduit le train de vie de la région de Hauts-de-France. Entre-temps, en masquant qu'il était quand même élu quelque part, il n'a pas voulu être maire, eh bien, président d'une région, il a augmenté son salaire de 4 000 euros. Alors, moi, je pense qu'en théorie, puisqu'on parle de plein emploi, on pourrait en créer 2 emplois, jeunes, tranquillement. Et donc, la droite, les Républicains sont tentés de s'invectiver avec Macron, qui avait déjà, lors de l'abandon de Michel Rocard,
et l'élimination des Fillon, c'était un président par défaut. Aujourd'hui, il devient le président naturel. Président par défaut. Il n'avait pas eu plus de pourcentage que ça. J'espère la rappeler. C'est un jeune vieux, c'est-à-dire il est archaïque. C'est un nouveau monde, c'est une chimère. On l'a vu là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, j'appelle mes amis de la gauche. Il faut qu'assez rapidement que je rencontre Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il parle du peuple, je fais partie du peuple, qu'on l'enfonce pas vers la gauche des moines infinis, celle que je dis, celle avec des drapeaux de grabataires. Moi, j'ai pas envie d'être dans cette gauche-là. Il n'y a aucune aversion concernant l'argent. Et donc, de se mettre au travail. Et l'élection n'est pas perdue, ça va se jouer au centre. On ne fait pas des extrémistes, ni l'extrême gauche, trop gauche, et l'extrême droite. Et aussi, permettez que je dise que, étant de gauche, actuellement, il y a une opération de gendarmerie en Dordogne, tout le respect, parce que s'il fallait avoir cette gâchette facile, je pense que on aurait fait une bouchée et l'assaillant serait tout de suite maîtrisé ou neutralisé pour parler du terme militaire. Et donc, nous sommes dans une démocratie. Je salue en tout cas les forces de l'ordre. Ils sont là pour notre sécurité. Et donc, ces faux débats qu'on a voulu imposer à Jean-Luc Mélenchon, mais c'est dommage que, comme je disais, comment on l'appelle, Lionel Jospin, l'homme a une capacité de travail, mais il ne faut pas qu'il y ait des réactions épidermiques et qu'il doit répondre à tout. C'est de la provocation. Je pense qu'il ferait un bon président. Il a été clair sur pas mal de sujets, en parlant des relations commerciales, internationales. Il a pris un exemple, ça m'a beaucoup séduit. Il a dit que ça serait dommage qu'on embarque des chalutiers, c'est-à-dire des bateaux de pêche, de grand tonnage, se diriger vers le Nigeria, aller faire la sauce sur ce poisson-là, presque vider les poissons là-bas, alors que les pauvres du Libéria, ils n'ont que des bateaux, des pirogues traditionnelles, et que ce n'est pas une bonne vision de la France dans un monde global. Donc l'homme a une vision, ça se voit. Actuellement, vous avez le sentiment anti-français, mais ceux qui écoutent, à moins que le pouvoir peut rendre fou, on ne sait pas ce qui se passe en tout cas à l'Élysée là-bas, mais moi je pars du principe que l'intention vaut le fait. De très bonne intention, et donc on n'a pas encore voté, et donc l'amour qu'on aura pour le candidat ne doit pas soupçonner. L'amour ne soupçonne pas. On n'a pas soupçonné, et on n'a pas à avoir des arrière-pensées. C'est vrai qu'il y a eu quelques ratés avec la police, c'est un être humain, et la manière qu'il a été visité chez lui, il y a eu une frustration de l'homme, mais je pense qu'il faudrait qu'il puisse transcender ça, sinon ça serait une erreur. La manière que la France a arrêté l'élection de la colère de Lionel Jospin, il serait un bon président. Il a montré qu'il a pu gérer la France avec cette réduction du temps de travail qui était tant contestée. Oui, les Américains ont abouti à cela, parce que dans l'économie, vous avez des flux. Des fois, on les pousse, et des fois, on les tire. Mais au niveau du tirage, du besoin, ça fait défaut. Et donc, on est obligé de passer par un ajustement structurel. D'ailleurs, ça a été rodé. Les programmes d'ajustement structurel, ça a été rodé en tout cas en Afrique. Eh bien, on peut les appliquer ici, parce qu'ici, on a défaut de débouchés. On voit des routes, on est obligé de mettre en cours, repenser la route, des emplois factices comme ça, au lieu de continuer à jouer à ça, à la réhabilitation. Je pense que l'égalité aimerait qu'on donne du travail à tout le monde. Merci, M. Bernard Pemba, d'être là. Faites partager la vidéo. Voilà ce que je voulais dire. Donc, deux thématiques. Pendant que les Républicains et la République en marche n'ont pas de projet pour la France. Ce n'est pas chiffré. Moi, j'ai pris ce qu'on appelait, en prenant le programme, j'assure ce qu'on appelle la politique de soutien. Le service après-vente. Fiscalité. Ce n'est pas un sujet tabou. Mais je dois dire que les Français doivent être fiers. Tous. Tout le monde paie l'impôt dans ce pays. Il y a deux catégories d'impôts, c'est ça qu'il faut préciser aux Français, pour ne pas les frustrer, pour ne pas les gêner.
tout le monde paie l'impôt, je prends la TVA, la taxe valeur ajoutée. C'est ce que Mitterrand a appelé un impôt imbécile. Parce que le riche, tout comme les pauvres, achetaient la baguette avec la même TVA. Donc c'était un impôt imbécile. Mais non, l'impôt sur le revenu, comme l'a abordé en tout cas Jean-Luc Mélenchon, moi j'aimerais parler en tant qu'économiste de la loi de Pareto. C'est d'ailleurs Pareto, c'est socio-économiste italien, lorsqu'il débarque aux États-Unis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de collecter l'impôt des revenus des Américains, et puis par la suite, il a fait le classement, et puis il a fait une analyse, et là où il sort des catégories, la méthode ABC. Et puis lorsque vous faites le graphique, ceux qui ont l'habitude de la gestion, de l'informatique, des mathématiques, vous faites cette courbe-là, et à 20 et 80, vous voyez tout de suite ce que... J'allais dire que c'est la loi 20-80. Il faut faire le graphique pour constater ça. Et donc ça pourra dire que 20 riches français pourraient payer autant les 80 pauvres. C'est ça la loi 20-80. Et donc il a parlé en tout cas des tranches. Et donc nous allons vérifier ces tranches-là. Je ne sais pas, il y avait une dizaine, je ne sais pas, 12 et 13, des façons de les classer, d'aller voir là où on peut prendre l'argent pour l'égalité. Ce qu'on appelle des niches, une niche fiscale. Donc, on ira voir dans ce sens-là. Donc, la gauche n'a pas à avoir de complexe. On pourra discuter de la sécurité. Je pense que j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon. Et finalement, il n'est pas contre la police, puisqu'ils disent qu'ils ont des vieux véhicules et que là où Bertrand demande de réduire le train de vie de l'État, ou bien que l'État est un agent économique, il a dit qu'il va leur donner des bagnoles neuves, des véhicules équipés de la police. Et donc, en quel moment il est contre la police? Donc, ce sont des amalgames pour essayer de gêner le candidat. Donc, je pense que Jean-Luc Mélenchon serait un bon candidat avec une vision globale du monde en prenant, c'est-à-dire la France, en indiquant, la France doit indiquer l'orientation de ce monde que nous voulons, le monde nouveau, et changer ce monde-là. D'aller tout le temps, tel que j'ai pris l'exemple, en tout cas du Libéria, aller prendre leur poisson là-bas, je pense que ce n'est pas juste. Et c'est ça qui donne, c'est ça aussi l'une des sources, en tout cas, de l'immigration. Il faut aussi laisser les peuples là où ils sont, vivre, en tout cas, à leur manière. Ce n'est pas la peine de les imposer tel qu'on a vu dans l'histoire économique. Dans l'histoire économique, je parlerai des économistes marxistes qui doutent d'ailleurs du plein emploi. Mais quand on s'en tient aux critères de l'OIT, ce rapport des demandeurs d'emploi sur la population active, et dans la population active, c'est l'addition de ceux qui ont le travail et ceux qui sont à la recherche du travail. Je vais aller sur les statistiques officielles de notre pays, la France. Vous savez, entre le public et le privé, il y a à peu près, on va dire, 26 500 000 salariés en termes d'emploi. Et ceux qui sont à la recherche, on va dire, nous sommes à 3,5 millions. Donc, vous faites cette addition, ceux qui ont du travail et ceux qui n'en ont pas, on arrive tranquillement à 29 000 et quelques. Et alors, vous faites ce rapport de 3 millions et quelques sur les 29 000 et quelques. Aujourd'hui, ça vous donne un pourcentage à peu près de 9 et quelques. Si on arrondit, ça fait 10% du taux de chômage. Et donc, c'est un Français sur 10 qui a la recherche du travail. Donc, c'est insupportable. Et donc, il faut créer des emplois. La réduction du temps de travail, le critère de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, fixe cela à 5%. Et donc, je reviens chez mes amis marxistes, eux aussi doutent que les pleins emplois, qu'on puisse le ramener à zéro. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a eu ce chemin de l'histoire. Les paysans, ils avaient à peu près à satisfaire le monde du travail. Ils étaient dans leur ferme, tout allait bien. La primarisation, on appelle ça. Après, il y a eu un saut dans le progrès, ce qu'on appelle l'industrialisation. Donc, le paysan est devenu ouvrier.
Et puis, ça ne s'est pas arrêté là, le tertiarisation, et puis l'ouvrier qui est devenu employé un peu plus qualifié, et puis la marche du progrès continue. Et d'ailleurs, cette thèse a été de Marx, hein, dans sa composition organique du capital, cette tendance de développer des machines au détriment de l'homme, eh bien, pouvait que nous conduire au fiasco du capitalisme, puisqu'on ne veut pas parler, c'est un débat universel de mon point de vue, ce capitalisme, hein, tel que l'avait indiqué la critique de Karl Marx d'ailleurs, que finalement, Karl Marx n'a pas critiqué autant sur le capitalisme, bien au contraire. Lorsqu'on découvre la machine, ça libère l'homme, hein, des champs, de l'esclavage, et à ce moment-là, on peut dire qu'on a vu la vache rire, hein, la vache qui rit, et d'ailleurs, c'était un progrès, et pas que pour l'homme, disons pour des êtres vivants, y compris la vache. Et là, on a vu des adages qu'on pouvait mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'on a découvert la machine. On a retiré, en tout cas des vaches, des travaux champêtres, la viande est devenue tendre, elle est plus dure comme avant, ainsi de suite. Donc il y a eu ce progrès-là. Donc on ne peut pas être contre le progrès. Karl Marx n'a jamais été contre le progrès. Il a dit, faites attention, si on pousse trop dans la machine des produits standards, et que le marché est une sanction, le capitalisme va tomber dans sa propre contradiction, chute tendancielle du taux de profit, et donc, puisque on sera dans une économie concurrentielle, on vend les mêmes produits, et donc ça veut dire qu'on ne peut pas voler haut avec les prix, la marge sera un peu réduite, et ce qui va conduire certaines entreprises à déposer des bilans. Donc c'est ce que Marx a dit, n'a jamais été contre la mission salvatrice du capitalisme, c'est pas vrai. Donc il ne faut pas faire peur aux gens. C'est pourquoi je parlais du président Lula, qui a fait décoller l'économie brésilienne. Il a fait décoller de la 30e économie du monde. Le Brésil est passé sous son mandat à la 10e économie du monde. Donc je pense qu'il faut que tout le monde se calme à gauche, hein, que tout le monde se calme. Je pense qu'au niveau de mon département, il y a le jeune Akabli, oui, qui a demandé mon soutien très fermement. Oui, je suis un homme de gauche, je ne peux pas voir les choses par mon équation personnelle. Effectivement, je lui apporterai, en tout cas mon aide, tel que j'ai vu notre région dirigé par un certain Xavier Bertrand, en train de réduire le train de vie de la région. Pendant ce temps, on est dans une double crise sanitaire et économique. Ils se renflouent les poches. Et les trains courts, c'est ça que ça veut dire, réduire les temps de vie, les trains courts, où tout le monde se touche dans les trains. Alors c'est insupportable. Donc, j'ai appelé à voter pour le jeune Akabi, qui est d'ailleurs conseiller départemental sortant. Il faut qu'on ait des équilibres dans ce pays. Il faut aussi laisser la place aux jeunes et exercer le pouvoir. Alors, tel que j'ai vu les listes, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce sont les mêmes, et puis on recommence. On a besoin des acteurs nouveaux pour un monde nouveau. C'est tout, c'est pas compliqué que ça, que cela. Alors, en tout cas, je réitère en tout cas les vœux, en tout cas, des bonnes fêtes pour ma mère, pour toutes les mamans du monde, et sans oublier mon épouse. Sur ce, je vous remercie et merci M. Bernard Pemba de faire partager en tout cas cette vidéo. Donc, est-ce que la gauche a encore le temps de son union? La réponse est oui, parce que le neige semaine a fait dans un temps court, et donc il n'y a pas de raison qu'on se trouve en convention de mettre la carte sur la table, comme le disait Jadot. Il avait changé d'ailleurs de paradigme. Normalement, l'union doit faire la force. Il a dit, celui qui est fort peut faire l'union. C'est un peu quand on vous dit qu'il y a le savoir-faire et le faire savoir. Donc il faut savoir manier cette langue de Molière. Et donc, je ne peux pas désespérer. On a encore le temps. C'est vrai que le temps est court. Assez rapidement, allons vers cette convention de la gauche unie, pour ne pas parler de l'union de la gauche. Sur ce, je vous dis un grand merci et un bon dimanche à vous. Merci beaucoup.